Vous sentez. Ce soir, gros plan sur l'hypertension artérielle, ce tueur silencieux qui menace la vie et le bien-être d'environ 1,28 milliard de personnes dans le monde. Un spécialiste nous alerte également sur les infections sexuellement transmissibles, un réel danger pour la vie des jeunes aujourd'hui. Restez avec nous. Selon les spécialistes, une personne sur 3 souffrirait d'hypertension artérielle, une maladie cardiovasculaire qui fait partie des premières causes de mortalité dans le monde et principalement en Afrique. Au Togo, 30% de la population adulte souffrirait de cette affection. Ce soir, nous évoquons les causes de l'hypertension artérielle, les risques liés à la maladie et les difficultés que peuvent entraîner les complications. Mais nous allons beaucoup nous attarder sur la prévention car, comme le dit-on souvent, prévenir vaut mieux que guérir. Bienvenue une fois encore dans cette émission. Nous sommes ce soir avec le professeur Jean-Marie Damoro. Professeur Damoro est cardiologue et chef service de cardiologie au Centre hospitalier universitaire Campus. Mais il est également le président de l'association Amis du Cœur. Bonsoir professeur. Bonsoir Madame Seonou. Comment allez-vous? Très bien, comme vous le voyez. Merci de nous honorer de votre présence. C'est avec plaisir que je suis là. Et vous allez nous sensibiliser, nous et la population, sur l'hypertension artérielle qui serait un fléau aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout à fait. Là, c'est un sujet qui me passionne. Parce ça fait des décennies que nous luttons contre l'hypertension artérielle. Depuis les années 90, avec notre maître professeur Soussou, on avait déjà situé la fréquence au Togo à 22%. 90. 30 ans, plus de 30 ans après, nous en sommes à 30%. 30%. Et dans certaines localités, 36%. Voilà les fréquences. Ça fait peur. Vous allez nous aider à comprendre pourquoi, malgré les efforts, puisque vous avez commencé ce combat il y a longtemps, pourquoi les chiffres ne cessent de grimper malgré ce combat acharné que vous menez contre ce fléau? À travers les facteurs de risque, on va expliquer ça tout à l'heure, comprendre pourquoi, malgré notre acharnement contre ce mal du siècle, cela ne fait que augmenter. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle? Quelles sont les causes de cette maladie et comment la prévenir? À ces questions, Rita Wassi nous a ramené quelques réponses dans ce micro-trottoir que je vous propose de suivre. L'hypertension, c'est lorsque la tension d'une personne monte jusqu'à dépasser un niveau donné. Et bon, les causes, ça peut être l'alimentation, ou soit l'excès de colère, ou bien le stress. Comme conséquence, il peut y avoir de la paralysie. Et aussi, bon, la personne va rester longtemps à l'hôpital, c'est sûr, et va beaucoup dépenser ses économies et tout pour retrouver sa santé. Peut-être il peut même mourir. Il y a certains aliments qui peuvent causer l'hypertension, à savoir des aliments gras, des aliments trop sucrés. On peut savoir si on a de l'hypertension au cas où on constate que nos membres inférieurs ou nos membres supérieurs essaye de ne plus coopérer. Notre tension va n'y avoir tout les topenya. Et voit bien nous fit kanu yacho le mia togbo bois dans le lieu togbo na inchan. Vo egbewa e va bo. E ye le fe yaro me ay no ajegomia ye gro na hambe ameyo nya malolo o tension lena. Vo egbea remarque ni be maga nya malolo tension le lo. Ame violent tension le ole et des violents tension le ole. Donc a chambe e dolele a mleba maga nye nu mi susuna chala e be nya nye dolele ma. Tension be nya ko kam tutu be nya la eto alimentation ha be nya bom nya gbon. Ne pauvreté a dada le mea aten he yo katamba. E gambe nu yo le be na du. E yi mo le be na dua na dunwa. Ndudu osi o le be na doli pletowa na o me varo dodo no kwa ha na temba ko na ko be kam tutu kan be nya gereme pleto
eye wo le courant hemba aso tension be nya ya wala na be AVC kple tɔwo le vava kple tɔwo ame yi ke ne kpɔ fi le ya ewɔ 1 pas 2 pas quoi ame na succomber ma nya nu ka enye enua tutu wɔ no no va la na le zo azon wa kpɔ bo be dɔlele ya wɔ nenem nua gban sensibilisation sɔgbɔ hia ele be sensibilisation no anyi menye dɔkita wo ko ya wo ame yo katã be nya nu tso domaine ame domaine de la santé ame yo katã be intervenir na le domaine de la santé mon quoi wa onu ya a sensibiliser massa a prôner massa ne mi se nu ame nyuie de ha et mi mettre nous en valeur en pratique là mi ko sebe mi asida le tension bo egbe wa o le mi ayo na sport benya la mesin kamatete benya o menye du dime kemielo wa glombe de keke yo amesia mento yento ma la fia matin fond fia azon vide selon l'âge aussi azon aya gbova ekema ewu kamela ma tu dario enu yi me fana konyi me fana to konyi bede ame yo ta flache o le bien lésé o climatisé o bo khome bureau me ewu me kule to wa fa kule to ha e wone anote pe de ka nto ma le fifia ma no ate pe ka sogbo ne va tua a chose de karka e kam ya vulu que mal ben atro exercice vide o que rafie na tro no enu yazon aga idoji pleto que ma sensibilisation sogbola ye hien be mi aten gben le nu ogbo. La tension artérielle, c'est le sang qui circule dans nos vaisseaux sanguins. Donc les vaisseaux, ce sont des tuyaux qui transportent le sang. Donc la tension, c'est quand, par exemple, le sang ne peut plus circuler et qu'il est bloqué par un caillot. Voilà. Mais l'hypertension, là, c'est quand ça va trop vite dans les tuyaux. Donc, quand il y a cette situation-là, ça entraîne de graves conséquences sur le corps et la personne tombe malade. Et souvent, c'est grave. Et c'est mieux de prévenir cela que d'essayer de guérir. Oui, je ne suis pas un spécialiste de la matière, mais pour prévenir l'hypertension artérielle, je pense que nous devons privilégier les aliments sains. Parce qu'aujourd'hui, les aliments industrialisés, les aliments en boîte, en conserve, il y en a tellement et nous les mettons dans nos habitudes alimentaires. Alors que cela justement est néfaste pour le corps. Donc manger des fruits, privilégier des fruits, manger aussi des légumes, des crudités, privilégier du poisson peut-être aussi, c'est bon. Et il faut également que nous fassions du sport. Même si je ne peux pas courir, il faut que je me déplace. Pour ceux qui sont au bureau surtout, il faut peut-être se lever, marcher un peu et revenir s'asseoir à son poste. Pour ceux qui peuvent le faire, il faut carrément aller au gym ou soit sortir pour courir au terrain. Donc ce sont quelques habitudes que je pense qui peuvent nous aider à éviter l'hypertension. L'hypertension artérielle, je sais que c'est une pathologie cardiovasculaire caractérisée par une pression artérielle plus forte. Je ne connais pas grand-chose, mais je sais que quand on a une alimentation qui n'est pas très saine, cela peut causer l'hypertension artérielle. Voici de retour au plateau, professeur Damourou. Voici l'avis de nos chers concitoyens. Bien, je suis d'abord ému de voir que les choses ont évolué. La connaissance par rapport à l'hypertension a évolué avec le temps. Ça fait déjà des décennies, ça commence par rentrer dans les habitudes. Mais il y a certaines choses aussi qu'on doit corriger au fur et à mesure. Et ce soir, Adénois a mieux comprendre cette affection. Qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle? Bien, l'hypertension artérielle, je commencerai par l'autre bout. D'abord, ce que c'est que la tension artérielle. La tension artérielle, c'est la force avec laquelle le sang circule dans nos artères. C'est-à-dire, vous savez que le cœur, c'est une pompe. La pompe, c'est le cœur. Les canalisations, ce sont les artères. Ces canalisations
ont la spécificité d'envoyer le sang dans les organes pour que les organes puissent fonctionner. Le sang étant le carburant de l'organisme. À partir du moment où cette tension est dans les limites, il n'y a pas de souci. On a tous une tension. Mais ce qui n'est pas bien, c'est l'hypertension. C'est que quand la tension s'élève. À partir de quel moment la tension s'élève? Il y a deux tensions. La tension de travail, c'est la tension systolique, et la tension diastolique, la tension de repos du cœur. Tension systolique, elle ne doit pas dépasser 130 mm de mercure. C'est la tension normale. En deçà de 140, c'est-à-dire à 13, par exemple à 13 cm, prenons les centimètres, c'est plus facile pour les gens de maîtriser. 13 cm, c'est la maximum, c'est la tension maximale. Quand ça dépasse 13 et que ça arrive à 14, c'est une hypertension artérielle. C'est là où le danger commence. Par rapport à la tension minima, c'est-à-dire la tension de repos du cœur, pendant que le cœur se repose, le sang doit continuer par circuler sous une tension qu'on appelle tension minima ou bien tension de repos du cœur. Ça doit être au plus 8 cm de mercure. Donc si quelqu'un a 13,8, on peut dire qu'il a une tension normale. Mais quand ça dépasse 13,8, ça devient 14,8, on a une hypertension systolique. Et quand on a 13,9, ça devient une hypertension diastolique ou une hypertension de repos. Et c'est là où on doit commencer par s'inquiéter? S'inquiéter. Les anglo-saxons appellent l'hypertension de silent killer, la tueuse silencieuse. La tueuse silencieuse. Moi, j'appelle ça la sorcière du siècle qui décime nos populations. Donc, on doit savoir qu'elle existe. Malheureusement, quand on a de l'hypertension artérielle, dans la grande partie, dans la majorité des cas, c'est silencieux. Il n'y a pas de symptômes. On circule, on pense qu'on est en bon état alors qu'on est déjà atteint par l'hypertension artérielle. Et cette hypertension peut se révéler par des complications. C'est ce qui en fait la gravité. Avant d'arriver aux complications, professeur, est-ce qu'il y a des causes connues de cette affection? Tout à fait. Aujourd'hui, on maîtrise les causes. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà. Il y a des causes. Il y a deux types d'hypertension. L'hypertension dont on ne connaît pas la cause, mais on sait qu'il y a des facteurs qui vont favoriser. C'est cette hypertension qu'on retrouve dans plus de 90% des cas, malheureusement. Deuxième type, c'est l'hypertension avec une cause connue et qu'on peut guérir. Et quels sont ces facteurs de risque? Les facteurs de risque, il y en a deux types. Des facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier. Ça, on ne peut pas. Par exemple, l'âge. Avec l'âge, la paroi des artères, c'est-à-dire les canalisations qui sont en question, la paroi peut durcir. Normalement, une bonne artère est flexible, souple. Et ça permet au sang de bien circuler. Mais avec l'âge, la paroi des artères durcit. Deuxième chose, si on est homme, on est plus prédisposé que les femmes. Parce que les femmes, avant la ménopause, sont protégées par leurs hormones. Par rapport à nos chromosomes, c'est-à-dire l'hérédité. Si nous sommes noirs, nous sommes au jour d'aujourd'hui plus exposés. Il y a les chromosomes et puis les conditions qui nous entourent. Nous avons des difficultés. Et cela fait que ça devient plus grave chez les Noirs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des facteurs de risque modifiables. C'est-à-dire qu'on peut agir sur ces facteurs-là pour retarder l'installation de l'hypertension chez un individu. Au lieu que l'hypertension s'installe à 40 ans, je vais dire que l'hypertension rajeunit. Ça rajeunit. Et on comprendra pourquoi. Avant, c'était les vieux. On disait que c'était une maladie des vieux. C'était vrai à l'époque. Oui, aujourd'hui, la population jeune. Voilà, c'est la population jeune qui est touchée. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui sont venus
surajouté aux facteurs qui existaient déjà. Voilà. Donc, il y a comme facteur de risque modifiable, il y a le diabète. On peut agir sur le diabète pour contrôler la tension artérielle et éviter que ça se complique. Ce que nous mangeons, le mauvais cholestérol, on peut agir sur les huiles que nous mangeons. Le gras, tout ça, il y a ça dans les supermarchés. Sans compter d'autres facteurs tels que le tabac. Le tabac, ça n'ajoute rien. Ça ne fait qu'apporter des problèmes. L'une des façons d'apporter des problèmes, c'est d'agir sur la paroi des artères et déclencher ce qu'on appelle l'athérosclérose, c'est-à-dire les parois durcissent et deviennent rigides. L'obésité. Dans nos traditions, quand on voit quelqu'un qui a l'embonpoint, bon, on est content. Il prend même du ventre. Le ventre commence par s'installer. Et certains parlent de ventre administratif. Mais c'est mauvais. Quand le ventre est gros, c'est une maladie. Si ce n'est pas une femme, pourquoi vous avez en tant qu'homme le ventre gros? On appelle ça obésité abdominale. À part ça, la sédentarité. À longueur de journée, on est assis ou bien au marché, bien assis dans le bureau. Or, quand on ne bouge pas, on commence par mourir. Bouger, c'est la vie. Ne pas bouger, c'est la mort. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà. En dehors de ça, il y a d'autres facteurs. Quelqu'un dans le micro-trottoir a parlé de stress, de la colère et du stress. Ils ont bien compris. Parce que quand on a le stress, qu'est-ce qui se passe en réalité? Notre cerveau va entraîner la sécrétion par nos glandes des produits toxiques tels que l'adrénaline, la noradrénaline. Ce sont des hormones qui vont, quand c'est sécrété en trop grande quantité, ça va être délétère. Chaque jour que Dieu fait, on découvre d'autres facteurs. En 1990, on avait 22%. Aujourd'hui, on est à 30% et 36% dans certaines localités du Togo. Donc il y a des zones plus à risque que d'autres? Bien sûr. Ceux qui sont au bord de la mer, ils sont avec l'eau salée. Or, l'eau salée, on n'en a pas parlé, le sel augmente la tension artérielle. Donc, c'est des zones où il faut faire beaucoup attention. Quand on est au bord de la mer, l'eau qu'on consomme est salée. Tous les aliments sont salés, donc il faut faire attention. Qu'en est-il du cube? Le cube, c'est du sel. Aujourd'hui, quand on décompte, quand on fait les statistiques en ce qui concerne l'hypertension au Togo, on voit que les jeunes deviennent de plus en plus hypertendus, professeur. Comment comprendre cela? Qu'est-ce qui les expose à cette maladie? Oui, dans les années 90, les jeunes n'étaient pas aussi stressés qu'aujourd'hui. Ça, vous le savez. Le lien du stress avec l'hypertension artérielle. C'est pourquoi les jeunes, même déjà 25-30 ans, nous avons dans nos consultations des jeunes. Surtout si en plus de ça, et qu'ils sont de familles à hypertension. C'est des familles cibles. Si maman était hypertendue, papa était hypertendu, les enfants ont plus de chances de faire de l'hypertension. On ajoute d'autres comportements délétères, ils vont attraper l'hypertension avant 30 ans, même 25 ans. On appelle ça l'hypertension artérielle du sujet âgé chez le jeune. Je vous invite à suivre le témoignage de 2 patients. Tous sont pris en charge par le professeur Damoro. Suivez et on revient juste après au plateau. Je suis à la maison, je finis de manger et puis je causais avec ma femme. D'un seul coup, donc je sentais comme c'est les narines qui voulaient sortir au niveau de mes nez, quoi. Bon, j'ai touché en même temps, je sens que c'est le sang. Bon, on a nettoyé. Ça a sorti au moins 2 à 3 minutes. On a essayé de nettoyer, ça s'est arrêté. C'était au-delà de 22h30 ça. En 23h30, ça a encore repris. Bon, j'ai nettoyé, bon, je me suis allé coucher. Le lendemain à 4h, ça a repris encore. Bon, j'ai nettoyé et puis je me suis douché, je suis parti au service. Au service, ça a repris encore. C'est de là, bon, j'ai demandé permission au service et je suis arrivé ici. C'est de là on m'a demandé les consultations outre. J'ai commencé à faire. Devant le docteur, il me posait des questions. Ça a repris encore. Ça a repris encore, ça sortait beaucoup en ce moment. C'est de là, elle m'a prescrit des choses. On m'a mis sous le sérum. Vers 16h, ça s'est arrêté.
Ça s'est arrêté, on m'a demandé les analyses. Lorsque on m'a fait demander les analyses, je vois que c'est le tension qui a monté au-delà de 23. Que ça ne devait pas arriver comme ça. Je n'ai jamais remarqué. Même le jour-là, je ne sentais même pas douleur quelque part. Et même les maux de tête, la fièvre, rien. Ma maman aussi, bon, elle était sous traitement du tension. Et il y a une de ma grande sœur aussi. On a découvert pour moi aujourd'hui, donc disons, nous sommes 3 personnes. Ça. Tension est plomba. Que n'aime pas foi. Et bien voilà. Garome un coup me donne. Pas n'aime pas conduire. Et va prouver nevena eji. Et fois me négoam le foyer. Tout ce que me faut faire attention va. Besoin et mes tension va. Kenja dia et mes tension va. On l'a tikena. Donc la tikena ma gula bena. Manu matin, midi, soir. Puis amène un divi voir. Et nana vire voir ça va les quoi. Nyong baba senale que. Et non les chiper voir attention m'lenju. Tant yam les la. Selon le témoignage de M. Kodjo, il n'a jamais eu de malaise. Vous l'avez dit aussi, hein, que comme on dénomme l'hypertension, c'est la tueuse silencieuse. Ça veut dire qu'elle est asymptomatique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un quelconque signe d'alerte? C'est vrai que ça peut être silencieux. Mais dans certaines situations, on peut avoir des signes d'alerte. Des maux de tête à la nuque. Il ne faut pas banaliser. À part ça, il y a des signes comme des vertiges. Ou bien, parfois, c'est dans les oreilles qu'on entend des bourdonnements, comme des criquets. Mais les criquets, leur place n'est pas dans les oreilles. À partir du moment où vous entendez que ça siffle, il faut aller à l'hôpital. Par ça, la fatigue. La personne se réveille fatiguée. Elle n'a rien fait, mais elle se réveille fatiguée. Ce sont des signes. Des signes avant-coureurs qui doivent alerter la personne. D'accord. Normalement, à ce stade-là, on devait déjà diagnostiquer l'hypertension artérielle. Est-ce que l'hypertension peut survenir chez l'enfant aussi? Tout à fait. Il y a l'hypertension de l'enfant. Et il n'y a pas de signe là-bas aussi? Pour l'enfant, si c'est un enfant qui parle, il va vous dire « j'ai mal à la tête ». Papa, j'ai mal à la tête. Maman, j'ai mal à la tête. Il ne faut pas banaliser. Il faut aller à l'hôpital pour qu'on voit si l'enfant n'a pas de l'hypertension artérielle. D'accord. Surtout si maman est hypertendue et papa est hypertendu, il faut vraiment être plus regardant par rapport à l'hypertension dans cette famille. D'accord. Professeur, dans le témoignage que nous venons de suivre, il y a aussi notre accouchée. À sa première grossesse, elle n'était pas hypertendue. C'est avec la seconde grossesse qu'elle a commencé par sentir l'hypertension. Et après l'accouchement, la tension redevient normale. Quelle corrélation y a-t-il entre l'hypertension et la grossesse? Voilà, c'est une belle question. Parfois, la grossesse est un facteur de risque. En voulant donner naissance à un enfant, on est exposé. Qu'est-ce qui expose la mère? Deux choses. Pendant qu'il y a la grossesse, vous savez, il y a la volémie. Le volume total qui circule dans la grande circulation du sang va augmenter. Ça, c'est deux. De deux, il y a le placenta. Le placenta, également, c'est un facteur de risque, puisque ce placenta a des substances qui peuvent réduire le calibre des artères. On appelle ça des substances vasoconstrictrices. Et quand elle est réduite, la force qu'il faut utiliser pour pousser le sang, ça devient plus important. Voilà les deux situations qui font que les femmes enceintes, pas toutes les femmes, sont exposées parfois à l'hypertension qu'on appelle hypertension gravidique. Mais en dehors de ça, chaque femme peut développer l'hypertension que tout le monde développe. On appelle ça hypertension surajoutée. Donc il y a les deux situations qu'on peut observer chez les femmes enceintes. Et qu'est-ce que cela représente comme risque pour le bébé? Mais c'est grave, l'hypertension, on a vu que sur l'adulte, c'est grave. Déjà sur l'enfant, ça peut provoquer un accouchement prématuré, avortement, ou bien carrément le décès chez la femme, si rien n'est fait. Quelles sont les complications auxquelles s'exposent ces hypertendus? Lorsque la pression s'élève dans le cerveau, il y a quelqu'un qui a parlé de paralysie. C'est paralysie d'un côté, parce qu'il y a des artères dans le cerveau. Si une artère est bouchée, ou bien si le sang éclate dans une partie du cerveau, à droite dans le cerveau, la gauche sera paralysée. C'est ce qu'on appelle AVC. Si c'est bouché,
la même chose. Voilà pourquoi l'hypertension expose aux AVC. De deux, les yeux, c'est la même chose. Quand il y a hypertension artérielle, il y a atteinte des yeux. On peut même finir par être... on peut finir avec la cécité. On perd notre vision. Parce que l'hypertension a agi sur la rétine. Le rein peut être bloqué. Parce qu'il y a des artères dans le rein. Quand les artères dans le rein sont en difficulté, ça donne une insuffisance rénale. Et puis après, il y a quoi? Il y a le cœur. Dans le cœur, il y a également des artères. Ces artères peuvent se boucher à cause de l'hypertension artérielle. Et puis, quand ça se bouche, ça finit par des crises cardiaques. Professeur, l'élévation de la tension seule suffit à dire ou à déclarer la personne hypertendue, ou bien il y a d'autres paramètres que vous considérez? Pas que l'élévation seule, c'est une belle question. La tension peut s'élever de façon temporaire. Ce n'est pas encore de l'hypertension artérielle. La tension peut s'élever parce qu'il y a une autre cause. Quand la fréquence cardiaque diminue, la tension peut s'élever. Ça, c'est un problème d'électricité dans le cœur. Ce n'est pas encore la tension. C'est quand on prend la tension artérielle et qu'il y a une élévation permanente. On prend aujourd'hui, c'est élevé. Demain, on prend, c'est élevé. Après demain, des semaines, des mois, quand c'est élevé en permanence, c'est en ce moment qu'on parle d'hypertension artérielle. Comment prenez-vous en charge ces hypertendus? La prise en charge, bon, quand c'est grave, deux choses. Il y a les mesures d'hygiène. Manger moins gras, moins salé, moins sucré. Faire du sport, dormir suffisamment et éviter la drogue. Professeur, est-ce que vous pouvez nous citer certains aliments qui sont bons pour les hypertendus? L'OMS dit de consommer 5 portions de fruits et de légumes. Les fruits apportent quoi? Les vitamines, les oligo-éléments, des antioxydants. C'est bon pour la santé. En dehors des fruits, on ne peut pas ne pas prendre les céréales et les tubercules. C'est ça, les aliments énergétiques. Le maïs, c'est du sucre, mais c'est un élément énergétique. On ne peut pas vivre sans le sucre. Mais il faut réduire la consommation. Il ne faut pas exagérer. Et puis, les aliments gras, il y a de la bonne huile et la mauvaise huile. Préférez le poisson à la viande. Vous avez commencé ce combat il y a longtemps. Oui. L'hypertension, les chiffres ne cessent de grimper, ce qui inquiète tout le monde. Aujourd'hui, comment prévenir, comment réduire cette incidence? Il y a d'abord la prévention primaire. La prévention primaire, c'est quoi? Nous connaissons les facteurs de risque. Il faut tout faire pour que la maladie ne s'installe pas. C'est la première chose. Deuxième chose, si on est malade, il faut toujours avec ces mêmes éléments faire la prévention secondaire, mais en plus maintenant aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital pour qu'on nous donne des médicaments qui vont faire que la tension va baisser. Une fois que la tension est contrôlée, on est en sécurité. C'est ça, la prévention secondaire. Voilà donc les deux éléments ensemble, prévention primaire, prévention secondaire et les médicaments. Ça peut nous permettre de ne pas avoir des complications graves comme les AVC, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale et la cécité. Tout ce qui va avec. Il faut maintenant le dépistage. Il faut se faire prendre la tension artérielle quand l'occasion se présente. Tous les 6 mois ou tous les ans, si on fait au moins une fois, on saura quand l'hypertension est arrivée et faire maintenant la prévention secondaire associée au traitement. Est-ce qu'on peut avoir ce dernier message dans votre langue maternelle? Avec plaisir. Te bamba, te namba, te ninjame, te nipo. Bepo et te pavam poro, il y a une tension tiebe, de tie palumba, que son tout, gisa, ginanen que la balle, te banunun kul que te nfreke soumtoun. Ama le palou yi douk bunkien, que pende, la mamba kalabo, la baba, la nebe tension. Bepo et que le manque tinki parle pour que ma tension yi barine, le tout bilbe, le tout bil, tu comprends? Attends, que à Bordem, j'ai que soumtoun, que le Bordem, l'anika a un bénin de tension barine bénin. L'anika aoup,
Wubi tension gar wubi bol lo friki bil wub aji kam friki ki suntun mun napo lo friki kitia ayambina tension ba le boli lo friki bil ayambina ka kam friki nyani bungan que le bol ngar ke ban tina jalis so ko mo ligli ke friki ti jalis bunamba ko to marne to tienle te ban yarabo to friki que tension da ba to le mame te mar. Donc, oui, comment dire merci? Balle au professeur. Pour clore ce plateau, nous nous penchons sur un enjeu de taille particulièrement pour la jeunesse, la prévention des infections sexuellement transmissibles et leurs conséquences sur la santé. Comment s'en prémunir efficacement? Pour répondre à toutes nos questions, nous sommes ce soir avec Dr Bingo Mboche. Il est gynécologue obstétricien et chef service médical à l'ATBF, Association togolaise pour le bien-être familial. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Olive. Comment allez-vous? Je vais bien. Et un de votre plaisir. côté? Oui, ça va. Nous allons toujours bien. Un Merci. plaisir de vous avoir une fois encore sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Et vous avez d'utiles conseils pour nous ce soir, surtout pour la jeunesse. Effectivement, surtout nous tenons à vous dire merci pour cette émission et pour également le thème, surtout à l'approche des vacances. Donc c'est quand même important qu'on puisse donner quelques conseils à nos jeunes pour éviter de contracter des infections sexuellement transmissibles. Justement, certains sont déjà en vacances. Il est important de leur prodiguer d'utiles conseils pour retourner à la rentrée en bonne santé, n'est-ce pas? Effectivement. Et dites-nous, docteur Mboche, quelles sont ces infections sexuellement transmissibles que vous rencontrez le plus couramment au cours de vos consultations? Ce que je vais peut-être dire avant de citer les infections les plus fréquentes, c'est qu'il faut déjà comprendre que l'infection sexuellement transmissible est une infection des parties génitales classiquement qui sont dues à des pratiques sexuelles non protégées. Donc lorsqu'une personne s'adonne à ces pratiques sexuelles non protégées, cette personne peut avoir, n'est-ce pas, une infection qui peut dans un premier temps se localiser au niveau des parties intimes, des parties génitales ou peut-être généralisée. Lorsque nous parlons des infections génitales, nous avons deux types d'infections génitales. Donc nous avons les infections sexuellement transmissibles qui sont en rapport avec les pratiques sexuelles non protégées et les infections du tractus génital. Et je pense que ce soir nous parlons des infections sexuellement transmissibles qui sont différentes des infections du tractus génital qui au fait n'ont rien à voir avec les pratiques sexuelles. Et c'est dans notre pratique quotidienne, c'est ces infections du tractus génital qui sont les plus fréquentes. Mais quand nous revenons un peu sur les infections sexuellement transmissibles, on peut les classer en 2 ou 3 types d'infections sexuellement transmissibles. Donc ce sont les infections qui entraînent des écoulements, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. On notera des écoulements au niveau des parties intimes. Donc ce sont des infections à écoulement. Et ce sont ces infections-là qui sont les plus fréquentes. En dehors des infections à écoulement, nous avons des infections à ulcération. C'est-à-dire que ça laisse des plaies, si je peux le dire ainsi, au niveau des parties intimes. Donc c'est le deuxième type d'infection sexuellement transmissible que nous rencontrons. Et le troisième type, ce sont ces infections sexuellement transmissibles-là qui ne laissent pas de traces. Qui ne laissent pas de traces, et ce n'est pas les examens de laboratoire qu'on pourra peut-être savoir que telle personne souffre de telle infection sexuellement transmissible. Ce sont les conséquences qui amènent à la consultation. Les conséquences qui amènent à la consultation, ou peut-être dans un bilan de routine, ou peut-être la personne vient pour autre problème, et lors de l'exploration, on se rend compte que cette personne a cette infection. Et malheureusement, ce n'est plus intéressant. Puisque ce qui serait intéressant, c'est de faire le diagnostic tôt et prendre les dispositions pour éviter, n'est-ce pas, l'évolution vers des complications. Il y a même certaines infections qu'on pouvait éviter par les vaccinations. Donc c'est quand même important que nous allons peut-être le rappeler, qu'on connaisse un peu l'état de santé et voir si on est encore capable de bénéficier des vaccinations pour éviter, n'est-ce pas, ces infections sexuellement transmissibles. Alors, est-ce que vous pouvez quand même nous citer quelques-unes? Oui, les infections sexuellement transmissibles, on peut les catégoriser en quatre types. Il y a les bactéries, c'est notre jargon, il y a les virus, il y a les champignons et puis il y a les parasites. Donc c'est les grandes familles des microbes qui causent ces infections-là.
Donc, lorsque nous prenons ces causes pêle-mêle, nous pouvons citer le gonocoque, la gonococcie. Oui, c'est la maladie, la gonococcie, qui est causée par le gonocoque en termes vulgaires. Et en termes scientifiques, on parle donc de Neisseria gonorrhoeae. C'est ça qui cause la gonococcie. C'est une infection sexuellement transmissible. Nous avons la chlamydiose, c'est la maladie. La chlamydiose qui est causée par un microbe qu'on appelle Chlamydia trachomatis. Nous avons la syphilis, c'est une IST également, qui est causée par un microbe qu'on appelle Treponema pallidum. Nous avons les condylomes ou le human papillomavirus, c'est un virus qui cause à la longue le cancer du col de l'utérus chez la femme et le cancer de la verge chez l'homme. Nous avons l'hépatite virale B, l'hépatite virale C. Nous avons le VIH, le virus donc, de l'immunodéficience humaine. Nous avons le trichomonas vaginalis. Le trichomonas vaginalis va causer la maladie qu'on appelle la trichomonase. Donc ce sont des infections sexuellement transmissibles que je puisse citer. Et parmi ces infections, il y a certaines qu'on peut traiter. Et il y a d'autres qu'on ne peut pas traiter, qu'on peut peut-être, avec les médicaments, atténuer l'évolution de ces infections. Et parfois, et malheureusement, ce que nous constatons, c'est que c'est les séquelles qui nous font penser que le microbe est passé dans l'organisme d'une telle personne. Les infections sexuellement transmissibles, on comprend que ce n'est pas les rapports sexuels qu'on peut les contracter. Mais est-ce qu'il y en a aussi qu'on peut contracter par voie orale, par le sexe oral qui existe aussi aujourd'hui, ou par simple baiser? Oui, lorsque nous parlons des pratiques sexuelles, les choses ont évolué. Et pratiques sexuelles, lorsque déjà un appareil génital ou bien un sexe est en jeu, on qualifie donc cette pratique de pratique sexuelle. Il faut noter que les microbes qui sont contractés lors des pratiques sexuelles sont contenus dans les sécrétions, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Quand nous prenons l'homme, c'est la semence, le sperme, qui contient, n'est-ce pas, ces micro-organismes, ces microbes. Donc, les pertes chez la femme aussi contiennent ces microbes. Ça veut dire que lorsque l'on s'adonne à des pratiques sexuelles orales, il peut arriver que ces microbes puissent se déposer au niveau de la muqueuse. Quand nous prenons la bouche, c'est une muqueuse qui est là. Donc, ça peut se déposer au niveau donc, de la muqueuse et peut, à la longue, créer des problèmes. À ce moment, ça ne serait plus une infection sexuellement transmissible, mais c'est les conséquences. C'est ce qui permet donc de décrire les cas de cancer de la gorge, cancer de la langue, cancer de la bouche, surtout lorsque la personne qui a ce cancer a été infectée par son partenaire via pratique orale. Puisque le microbe qui cause souvent ces cancers, c'est le human papillomavirus, le virus du papillome humain, qui cause le cancer du col chez la femme et le cancer de la verge chez l'homme. Donc c'est pour dire que ça soit pratique sexuelle classique ou les autres variantes des pratiques sexuelles, il y a ce risque d'infection qui est là. Et c'est pourquoi il a été développé plusieurs moyens de protection de ces infections. C'est pour dire que même si on veut aller au sexe oral, il y a des protections pour éviter d'être infecté par le partenaire si ce partenaire venait à abriter le germe. Donc, que ce soit des caresses manuelles, des pratiques sexuelles orales, il y a un risque d'infection. Mais il faut noter que ce risque-là est moindre comparé à la pratique sexuelle classique. D'accord. Et les IST touchent aujourd'hui les jeunes en grand nombre, docteur. Pourquoi? En constatation dans nos statistiques hospitalières, on constate que quand nous prenons la cible jeune, adolescents jeunes, sur 10, on peut peut-être se retrouver à 4 qui viennent pour écoulement génital. Et à l'exploration, on peut retrouver peut-être une infection sexuellement transmissible. Oui, pourquoi c'est fréquent? Plusieurs raisons. La première raison, c'est que classiquement, il n'y a pas de mesure de protection à utiliser lors de ces pratiques sexuelles. La deuxième raison, le multipartenariat sexuel peut être également à la base donc, de cette situation. La troisième raison, c'est que les jeunes et les adolescents ne sont pas suffisamment informés donc des enjeux ou des dangers liés à la sexualité. Et c'est là où nous disons que ça serait quand même important que les parents s'impliquent encore davantage dans cette éducation pour que les jeunes soient informés de tous les aspects sur la vie sexuelle avant donc de s'engager. Dites-nous avec précision quels sont les signes avant-coureurs de ces infections. Il y a certaines infections
qui ont des manifestations cliniques. Et il y a d'autres qui n'en ont pas. Et si nous prenons celles-là qui n'en ont pas, on peut peut-être citer le VIH, l'hépatite virale B. Lorsque la personne est infectée, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. C'est peut-être à la longue qu'on va peut-être savoir que cette personne a été infectée par ces virus-là. Il y a le human papillomavirus également, qui est une infection au début qui n'a pas de manifestations cliniques. Maintenant, les infections qui sont brillantes et qui ont des manifestations, nous pouvons citer la gonococcie. La gonococcie est une IST qui est tellement brillante. Parce que lorsqu'une personne est infectée par ce microbe, c'est qu'on va retrouver un écoulement, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Quand c'est chez l'homme, on va retrouver l'écoulement au niveau donc, de la verge, au niveau donc, du méa urinaire. Cet écoulement. Et comment se présente cet écoulement? Cet écoulement se présente sous forme donc, de pus, comme si c'était un pus, c'est un peu purulent. Et c'est différent du sperme, classiquement. Donc c'est ça qui fait un peu la différence. Est-ce qu'il est accompagné de douleurs? Voilà. À cet écoulement s'accompagne donc des douleurs. Des douleurs soit lors donc, de la miction, ou bien une douleur au niveau de la verge. Ou encore, la personne va avoir envie d'aller vite à la miction. On va avoir des envies fréquentes d'uriner. Donc, ce sont des signes qui vont peut-être amener ces derniers à l'hôpital. Chez la femme, ce sont des pertes vaginales qui changent de couleur. Ça peut être des pertes qui sont jaunâtres, grisâtres, verdâtres ou rougeâtres. Donc, ça peut prendre toutes les couleurs possibles. Et en plus donc, de ces pertes, nous avons une douleur au niveau donc, du vagin de la femme. Même en dehors des rapports sexuels? Même en dehors des rapports sexuels. Ça fait mal et il peut arriver qu'il y ait des odeurs. Donc ce qui va pousser la femme à venir en consultation. Et lors de l'exploration, on peut retrouver, n'est-ce pas, le microbe causal est traité. En dehors donc de la gonococcie, qui est vraiment brillante, nous avons des IST qui entraînent des ulcérations. C'est-à-dire qu'il y a des plaies. Ça apparaît d'abord comme un bouton, comme si la personne était brûlée par l'eau chaude, et après tout, ce bouton se casse, laissant une plaie qui fait très mal. Est-ce que ça cause des démangeaisons? Ça peut causer parfois des démangeaisons. Ça fait très mal. Le caractère douloureux de cette ulcération va pousser la personne à venir en consultation. Et parfois, quand on ne fait rien, la lésion va rester pendant un temps et ça se cicatrise. Et ça c'est reparti pour une période donnée. Chez certaines femmes, ce qu'on a constaté, c'est que c'est cyclique pendant les règles, à l'approche des règles, ou peut-être tout juste après les règles. Et donc, c'est fréquent. C'est causé par un virus. Donc, ce sont des infections là qui sont cliniquement décélables. L'infection qui peut peut-être se matérialiser par des manifestations cliniques, c'est les condylomes. Les condylomes, ce sont des boutons, les excroissances qui poussent au niveau des parties génitales. Et ces condylomes sont causés par le virus du papillome humain. Donc, au niveau de la vulve, au niveau de la verge, on va retrouver des boutons. Ces boutons, classiquement, ne font pas mal. Et donc, la personne va penser que non, ce n'est rien de grave. Mais ça peut évoluer, ça peut grossir, ça peut se développer et aller pousser à d'autres endroits. Et donc, du coup, ça peut en dehors des parties génitales. D'autres endroits au niveau donc, des parties génitales. Il y a certains qui n'ont pas de manifestation. Quand nous prenons le chlamydia trachomatis, qui cause la chlamydiose, c'est une IST qui évolue à bas bruit. Pas de manifestation lorsque la femme ou le monsieur est infecté, et ça évolue, et ça va abîmer les trompes chez la femme, ça va abîmer les canaux déférents chez l'homme. Il y a aussi l'herpès génital. Est-ce que vous la rencontrez aussi souvent? Oui, l'herpès génital cause souvent des lésions, des ulcérations. Il n'y a pas un traitement pour traiter totalement ce microbe, c'est causé par un virus. Donc ce qu'on peut faire, c'est de réduire la récidive. Au lieu que ça soit chaque mois, avec le traitement, ça peut peut-être être chaque 6 mois, chaque 3 mois. Voilà. Il y a 2 types d'herpès. On parle donc d'herpès simplex. Il y a un qui attaque les parties génitales, il y a un autre qui attaque la bouche. Voilà. Donc il peut arriver, ceux-là qui s'adonnent à des pratiques sexuelles diverses, d'abriter le virus, le herpès qui est au niveau génital, au niveau donc de la bouche. Et donc, du coup, on va se retrouver avec l'herpès chez l'homme au niveau de la bouche. Donc, voilà un peu ce qu'on peut peut-être rencontrer. Et il faut noter que toutes ces infections, quand nous prenons surtout des infections qui sont causées par les virus, les IST qui sont causées par les virus, c'est qu'il y a l'immunité qui joue un rôle déterminant. Lorsque l'immunité est très forte, l'immunité c'est quoi? C'est notre capacité à pouvoir lutter contre les microbes qui rentrent dans notre organisme.
Donc, lorsque l'immunité est forte, l'immunité est puissante, on peut peut-être être en contact avec le virus, mais le virus ne peut pas développer des choses. Quand vous étiez en train de nous parler du chlamydia, vous avez commencé déjà par évoquer les conséquences oui. qui peuvent entraîner. Les infections sexuellement transmissibles ont des conséquences graves. Donc c'est pourquoi nous disons que c'est quand même important d'en parler. Puisque les adolescents, les jeunes ne mesurent pas vraiment la portée de ces conséquences. Et c'est à l'âge adulte qu'ils vont se rendre compte qu'effectivement, il y a des conséquences. Ils ont joué avec leur ils ont joué avec leur vie. Et donc c'est pourquoi nous sommes là pour les accompagner, pour qu'ils puissent quitter cette tranche d'âge-là et devenir adultes bien portants. Les conséquences sont énormes. En dehors donc de l'infertilité que nous rencontrons le plus souvent, il y a le cancer du col de l'utérus. Et en dehors du cancer de la verge, nous avons le cancer de l'œsophage, cancer de la langue, de la bouche. Et au bout de combien de temps, après les rapports sexuels, se font remarquer ces signes? Pour certaines infections, c'est rapide. Quand nous prenons le gonocoque, c'est 24-48 heures, on a déjà des manifestations. Même pour d'autres, ça va durer. Quand nous prenons le human papillomavirus, le virus du papillome humain, qui peut causer et le cancer du col, le cancer de la verge, et peut causer ce qu'on appelle les condylomes. Et lorsque la personne est infectée par le virus qui va causer les condylomes, il faut environ une semaine. Ça dépend. Ça dépend donc de l'organisme de tout un chacun. Et comme je l'ai dit, lorsque l'immunité est forte, la personne peut ne pas développer, faire la maladie. Je reviens encore aux complications. Mais est-ce que ces infections ne peuvent pas créer une septicémie et entraîner la mort? Oui. L'évolution classique, c'est quoi? Quand nous prenons chez la femme, je vais commencer comme ça. L'infection passe par le vagin. Après le vagin, c'est l'utérus. Ça quitte l'utérus, ça va dans les trompes. Ça quitte les trompes, ça va aller dans le ventre. Donc quand ça va dans le ventre, ça va donner ce qu'on appelle la péritonite. Et lorsqu'on ne fait rien, ça va prendre tout l'organisme, une septicémie. Et quand on parle de septicémie, c'est que la mort n'est plus loin. Même si on va peut-être être guéri, c'est avec des lourds moyens. C'est-à-dire que le foie, les reins... Tous les organes vont être touchés. Et lorsque nous sommes devant une manifestation, n'attendons pas. Des fois, avec l'automédication, on a un semblant d'accalmie. Et quand ça se calme un peu, on pense qu'on est guéri, alors qu'on n'est pas guéri. Donc, il est important de consulter. Il est important également d'être observant et prendre la totalité du traitement prescrit par un prestataire qualifié. Lorsqu'on prescrit un traitement, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Ça permettra d'être totalement guéri. Et parfois même, lorsqu'on fait ce traitement, on peut demander un contrôle après pour être sûr qu'on n'est plus en contact avec les microbes. Classiquement, lorsque l'infection est déjà là, c'est qu'il faut traiter avec les médicaments. Et lorsque nous prenons les infections, celles-là qui sont curables, c'est une antibiothérapie. Ou bien les antifongiques. En tout cas, ce sont des classes médicamenteuses. Donc, on utilise. Et la durée peut varier donc de 5 voire 21 jours. Lorsque la femme va à l'hôpital pour une prise en charge, naturellement, le prestataire de soins va demander qu'on amène le mari. Et c'est là où le problème se pose aussi parfois dans certains couples. Oui. Les hommes estiment que la femme est sortie, elle a commis l'adultère, c'est pour ça qu'elle a eu des infections. Comment gérer ça? Oui, c'est pourquoi je disais à l'entame que nous avons deux types d'infections génitales. Et c'est pourquoi des fois même, nous les prestataires, on est amenés à faire des prescriptions aussi bien pour la femme que pour l'homme, pour peut-être régler un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas tout ce qui est écoulement normal chez la femme ou chez l'homme qui est une IST. Il y a donc des infections du tractus génital qui sont en rapport avec une insuffisance de l'hygiène au niveau des parties génitales. Donc, lorsque nous sommes devant un écoulement, prenons la femme qui vient pour écoulement vaginal, il faut faire la part des choses. Lorsqu'on fait les explorations, on se rend compte que ce n'est pas une IST. Le monsieur n'a pas forcément besoin d'être traité. Et il faut que le personnel prenne le temps d'expliquer cela. Parce que si on n'explique pas, ça peut créer des problèmes à la maison. L'autre chose, ce qui serait aussi intéressant, c'est que, quelle que soit la plainte de la femme, il serait important qu'elle soit accompagnée de son partenaire. Comme ça, l'explication sera donnée et chacun pourra vraiment comprendre. On a dit que les jeunes sont de plus en plus exposés aujourd'hui aux infections sexuellement transmissibles. Pourtant, c'est une communication, une sensibilisation que nous avons l'habitude de faire, que l'ATBF a l'habitude de faire. Et ça veut dire que la sensibilisation ne fait pas son effet. Quand nous parlons donc des jeunes, des adolescents, des jeunes, il faut voir ça de façon globale. C'est sur toute l'étendue. Ce n'est pas seulement que dans les grandes villes. Quand on regarde un peu dans les grandes villes, on se dit qu'il y a quand même des bons résultats. Mais quand on va peut-être dans les milieux reculés,
où l'information n'y arrive pas, il y a problème. Donc ce qui a fait que l'ATBF a développé plusieurs stratégies pour toucher, n'est-ce pas, ces adolescents et ces jeunes-là en périphérie. Ça fait également que l'ATBF a travaillé beaucoup avec les parents pour que ces parents puissent donner la bonne information à ces adolescents et ces jeunes-là. Nous avons également développé d'autres stratégies pour prendre en charge les jeunes, adolescents, jeunes souffrant donc des IST par des cliniques mobiles. Et nous avons des agents de santé communautaire qui également donnent des informations à ces adolescents et ces jeunes. Je me dis que ce n'est pas suffisant, il faut qu'on continue et qu'on puisse toucher toutes les régions et que d'autres acteurs, d'autres ONG puissent aussi emboîter le pas. Et c'est ensemble qu'on pourra donner la bonne information et aider les jeunes à devenir des adultes sans maladie. Vous avez aussi des numéros verts. Est-ce qu'un jeune qui a des problèmes d'infection sexuellement transmissible peut appeler ces numéros verts pour avoir ne serait-ce que des conseils ou un traitement approprié? Oui, nous avons des numéros verts. On peut appeler pour avoir plus d'informations. Et au-delà de ça, nous avons l'application Info Ado Jeunes. Il suffit seulement donc de taper Info Ado Jeunes et on a des informations. On peut rentrer donc dans cette application et faire vraiment des recherches, même s'auto-former, parce qu'on peut se former en éducation aux valeurs et à la santé sexuelle où cet aspect-là est vraiment bien développé. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Au-delà de ça, nous avons notre centre d'excellence à Lomé ici, où les jeunes peuvent s'y rendre facilement. C'est ouvert 24 heures sur 24 et bénéficier donc des services, y compris donc les conseils. Ce qui est vraiment important, c'est que nous sommes pendant les vacances et c'est peut-être d'inciter aussi les parents à encourager les jeunes à visiter, n'est-ce pas, les centres de santé. Il est quand même important qu'on soit vraiment ouvert avec les enfants. Et lorsqu'on constate qu'il y a quelque chose au niveau donc des parties génitales de cet adolescent, de ce jeune, qu'on l'accompagne ou qu'on l'encourage à aller se faire consulter. Le plus important de tout ce que nous disons ici, c'est la prévention. Comment donc prévenir toutes ces IST? Prévenir vaut mieux que guérir, c'est important. La prévention passera par quoi? Par l'utilisation donc des mesures de protection. Ça c'est la protection ou bien c'est la prévention primordiale. Deuxième mesure, c'est de minimiser ou d'éviter le multipartenariat sexuel. Et pour celles-là qui n'ont pas encore commencé l'activité sexuelle, c'est de retarder le premier rapport sexuel. Parce qu'en retardant, on prend le temps de comprendre tous les contours de la sexualité avant donc d'entamer. Et ça permettra de négocier, n'est-ce pas, le port du préservatif. Et les organisations de la société civile, les ONG, tous ceux qui sont donc dans le domaine de la prévention des IST, c'est de recentrer la sensibilisation des adolescents et des jeunes et en mettant un focus sur le port correct du préservatif masculin et le port correct du préservatif féminin. Merci beaucoup, docteur. Et un dernier message? Le message s'adresse dans un premier temps aux adolescents et aux jeunes. Nous sommes pendant les vacances et pendant les vacances, c'est pour se reposer et pour également faire d'autres activités et aider les parents. La sexualité, c'est intéressant, mais attention, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de complications, beaucoup de conséquences. Pour grandir et devenir adulte, sain, bien important, c'est de prendre des dispositions à l'âge adolescent, à l'âge jeune. Et pour pouvoir le faire, c'est qu'il faut avoir un certain nombre de comportements. Pour la pratique sexuelle, il serait intéressant que vous fassiez les tests biologiques pour apprécier l'état de santé du partenaire avant donc de s'adonner à ces pratiques. Mpuni don, ça, m'boy cha yabel kinyama. Ente donc joke TVT que la ligne iwin ka unumpune unja akpa bela manchuya. Belibia tabia beliba ka nga school bia grena nampal. Jakpe bia gbania bangkaka fum bomon kununa ya bebopon. Bomon ko ya ka ku da ka fum bomon kununa ka benne na makatum yel ka ko sa dans ce jeune. Donc bisku ya makab liya benne tel lamba bor tel like mai ke comme bak bi chas kuna bebe na play bebe kle ki tsar bebe kle ko nyon bebe kle ki lamba même bon be ba ki lamba gbanya blenga ba le gbilinya on ngeno no pa bil da ya ka mo le pula ko ne on pa ya ka mo be on ya ka mo iwin gban ya sida be iwin gban ne
c'est dans la langue que belang mana que ta bon que faire que le mbamo tant que ne bien ça que on peut on ya pa beaka fu warba o dan ya kamo on wele chudan iwe betone on wele chuse kala ngas de ba konkona mais aya ton pan ton kala kanke on we babo ne ala nge ton ka amalia ala kanke i marba tamar ka don sanyin mboka sabe kana buya tout simplement parce que ton kana so na tu point ana so point ya ano bana pa ko tisin wi ala nga mana ka we bata chuse aban ke we ta chuse ya zake ne bonne ba vacances ma bine ne ta lenga na ka se kin nga ya bi an kan bilang bane ban ka nga school ya ne ta lenga na ka se kin nga ya aya ton wi anin bi ata gar na pal bi kilo talang ar kilo ta ka ba ta ken wi ngi se ya bilang basinyo ka an ka ta ba ka ne ta bitwe bombo titi na tinati ni talin ke ya biya ba vacances na bulugu kana problem sa na bora ka ko ba bayar ne ni ne man ni lento ni len ko nti to kele bon be blu no buya blu chumbuya ni ya lento man kan let kan ke a blu chumbuya na pompa mona blu chumbuya na pompa nang man ke trebaka nang man ko chumba mo ka ting man ke do vacances ke nyane ka biya ke fo man ko skulumba mo mponi jang dana gane de fero wero muayo goma eyodene de bia de ne wamba pada tal de boy dans la tranche de ne wan de bia sukulu de male ko mona zeze da chana ndona du chon de bi jolo chamia du yodene we ko da mu wona ba mo abalo na halo bede so da yo bede tom de yodera na gane we zeze do na chana ba yodene bede bia eyodene mi bia zeze beda bo no yo ko da mu na ewe mbaba mo halo na abalo de chaoda bada pin se ba mo ko dom ana lele pogon baba lele podo le rakota long pochon bojolo ba was ko dom ana yo pogon bala hala na bala badala ze ba wali badala ze balul bia kon halo le lolo to fei abalo ro ero ho sorana ganere de feru ya rumuayo ezo su tom dodo na nda jana de nesese ba we le ya bo e yo de nai pochon bojolo chamie we na zize kudong nakoyo ezinya de haluto da nya da baloto de abru marke na boyo mbo poezese lum wen bipeng nang poezese heng ya poezese mbo rios bouton mayo abaga ke jesese ba wele ekwe ngeboa nambo mbo zo wulu nyundo wulu nya jasese mbo boya bala kan ne pasnang ne wulu fera jolo ne pachon nyo jolo chamen che le boda ko bu kondo tom yo ela vale yo mi atokle mi ano fia ya mi abani no me kule mi abedo kita he mi hoa enya ho ko bana mi vio yo ko nya bana fia ya mo keke ya ga ba do vo dolele yo ho na le mchuple nyonu bani no me ya ye be nya ho ko ba e de me na mi be ne mchu alo nyonu enanyi ko ekpo etivale ile ntio alo mchu tepia ekpo be eku alo abi bendo korifuma enyi zizizibe ameti amimia chokaba ne mi ekondine wa kwa mi agwe gomenyi be ne omekpo dolele ma ogbo kaba wa le chichimea eva hena efima divana mchukule nyonu eva ona be tukara no na esrode ko ta otroya enya iko kwa na mi enyi be mokeke ya mea amesia mejila de sia ne osiasia ezi mi adila odibe mi ayo mi avio dare mi anu pono egbea mega anyi be ne le gbododo be nya glo kule evio la pe mea menyi be ele gbevu fie yo ele veverebe no ye fie la pe me ayo nya enyo wa va dogo afokule egbaji lo apenami Neltono docteur Mbotche, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien et chef service médical à l'ATBF, Association togolaise pour le bien-être familial. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Bassar, Guérin, Kouka et Tcharkmanga dans la plaine de Mo. Bonsoir chez vous.